Boeing, ce qui n'existe pas, et qui au début ne peut pas être compétitif. Mais ensuite, vous créez, par la politique industrielle, de la concurrence. Et donc moi, à l'échelle mondiale, et c'est un sujet. Et donc moi, ce que je reproche totalement à l'Europe, c'est qu'on est tout le temps en train de se faire la guerre les uns contre les autres. On le revoit encore avec l'affaire Air France-KLM, incroyable. Voilà, on a vu Alstom-Siemens, bon, la commission qui fait ses bêtises, etc. Et puis là, vous avez vu Air France-KLM, on a l'impression que les Hollandais, c'est des Chinois ou des Russes. Bon, on est entre deux pays libéraux, européens, modernes et tout ça, on n'est pas capable de... Voilà. Je finis par une dernière question, remarque, et après, évidemment, on ouvre à la discussion générale. Quand j'ai refermé le livre, je me suis dit, en fait, ce livre est, pour le dire très clairement, c'est pas du tout une critique quand on connaît l'engagement qui est le nôtre pour une bonne partie d'entre nous, il est très marqué par la deuxième gauche, d'une certaine manière. Très marqué par l'idée de cette deuxième gauche des années notamment 60, où finalement une bonne partie des recettes repose sur une vitalité de la société quand même. Territoire, j'ai dit, ils sont pas, mais ils arrivent, non, mais ils sont quand même à plusieurs reprises, ils ne sont pas traités de manière... et peut-être avec tous les paradoxes, parce qu'on sait que cette deuxième gauche, sans vouloir être trop polémique, elle a donné le meilleur et le moins bon. Autrement dit, on a un président de la République qui se revendique héritier de cette deuxième gauche, d'une certaine manière, pour une raison très simple. C'est que cette deuxième gauche, elle est fondamentalement libérale, mais libérale pas forcément au sens économique, même s'il y a pu avoir une interprétation économique, mais libérale au sens que tout cela pourra, d'ailleurs il y a quand même les forces vives de la société, on les retrouve, et tu l'as dit tout à l'heure, même quand tu imaginais la planification, on retrouvait quand même. Et ma question là-dessus, c'est de me dire, et la politique dans tout cela finalement? Est-ce que ce livre, alors c'est pas vrai, je force le trait, mais on se demande si on ne pourrait pas se passer de politique. C'est pas vrai, puisque tu l'as même dit, ce qui t'intéresse le plus c'est la démocratie, et on le sent bien évidemment. Mais la question c'est de se dire, comment en fait on peut rendre ce programme, enfin, comment on peut transformer ces propositions en un programme, comment on peut les rendre désirables, et est-ce qu'aujourd'hui, c'est crédible de s'imaginer que demain, dans les élections européennes, c'est peut-être trop proche, ils n'auront pas eu le temps de le digérer, mais dans les élections municipales ou métropolitaines, comment on peut essayer de s'en emparer? Est-ce que le politique doit s'en emparer? C'était un peu le contrat du départ de cet ouvrage, mais voilà, cette dimension un peu de l'acteur politique est assez présente, parce qu'on sent bien que tu dis, bah voilà, je vais lui remettre d'une certaine manière. Non, c'est exactement ça. Et est-ce que tu as des expériences simplement dans ta tournée de retour d'acteurs politiques qui te diraient c'est absolument pas réaliste, ou voilà, comment, est-ce que tu as eu des réactions de ce côté-là? Ça serait intéressant aussi pour alimenter le débat qu'on va avoir collectivement. Non, alors c'est vrai que moi, bon, donc, ce livre est une commande. Donc c'est une commande de quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime, qui s'appelle Christian Chavagneux, que vous connaissez peut-être, qu'on voit pas mal dans les médias, qui est un des piliers de l'alternative économique. Je ne sais pas si j'ai déjà mentionné qu'il fallait se... qui est quelqu'un qui a une culture historique absolument immense, qui fait la rubrique livre d'alternative économique, donc il lit, je ne sais pas, à peu près 12 livres par jour, c'est complètement stupéfiant, et qu'en même temps, qui est un excellent connaisseur de tous les derniers rapports, justement. On a la même passion pour les rapports du FMI, de l'OCDE, tout ça. Chacun trouve son plaisir là où il peut. Et donc on avait réfléchi justement sur... parce qu'il dirige une collection au Seuil, mais le Seuil c'est très compliqué, donc c'est pas officiellement une collection. Donc il a commandé plusieurs ouvrages. Et donc là l'idée c'était exactement ce que tu dis, c'est-à-dire un programme clé en main. Donc c'était vraiment effectivement de dire, voilà, demain il y a un gouvernement de gauche en France. Goûter cette perspective. Demain, il y a un gouvernement de gauche en France, et on agit tout de suite. On doit avoir des résultats tout de suite. Donc, on ne se pose même pas, effectivement, comme tu l'as dit au début, on ne se pose pas la question de la rupture avec le capitalisme, on ne se pose même pas la question de la sortie de l'Union européenne, de la sortie de l'euro, etc. On prend le monde tel qu'il est, et voilà, on y va, et je me suis dit, jusqu'où on peut pousser le bouchon sans rien changer. Et donc, j'ai repris la logique d'un tout petit ouvrage qui s'appelle Modeste proposition pour sauver la zone euro,
de deux immenses économistes qui sont Yanis Varoufakis et James Calores, que j'avais traduit en français, et qui exactement se donnaient la même logique, et de dire comment je peux sauver la zone euro au moment de sa crise, sans toucher aux institutions, parce que je sais qu'il n'y a aucune chance de changer les institutions à court terme au niveau de la zone euro. C'est exactement la même chose. Et en fait, bon, comme j'insiste vraiment là-dessus, cet ouvrage, c'est en fait une sorte de manuel où j'amène énormément de connaissances récentes, qui sont, encore une fois, pas tirées de mon chapeau. Et en fait, en l'écrivant, déjà, je me suis forcé, par exemple, quand tu fais le chapitre sur la finance, bon, t'es déprimé. Tu dis, la finance, c'est plus fort que nous, on peut rien faire dans le domaine de la finance. Et en fait, tu te rends compte que même dans la finance, on a fait des choses, par exemple, avec la fin du secret bancaire. Alors, c'est grâce aux Américains, c'est ça qui est drôle, mais le secret bancaire, aujourd'hui, n'existe quasiment plus, parce que les Américains ont dit aux banques suisses, si vous gardez le secret bancaire, c'est fini le marché américain. Et ça a lancé et puis, bon, il y a la crise des dettes publiques aussi a fait qu'il y a de plus en plus d'États qui ont dit, bon, ça serait quand même bien qu'on récupère de l'argent si on peut. Bon. Donc, même dans le domaine de la finance, récemment, il s'est passé des choses. Même si, évidemment, c'est très loin de ce qu'on souhaiterait. Donc, en fait, à chaque fois, j'ai cherché des choses positives à dire, même si, voilà, j'ai dû me forcer par moment. Et au bout du compte, je me suis rendu compte que, enfin, si je forçais le trait, je dirais, nos économies, c'est pas forcément toujours le cas, ou ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire, mais je dirais, nos économies, un pays comme la France, en fait, le système économique est de gauche. En fait, c'est ça qui est très étonnant. Alors qu'on pense, souvent, on se dit, l'économie c'est de droite. Évidemment, la concurrence, la mondialisation, la baisse des salaires, etc. Il faut être compétitif, donc il faut être de droite. Mais après, je suis de gauche pour des raisons morales et sociales, parce que c'est dégueulasse. Il y a des gens qui gagnent 10, d'autres qui gagnent 1000, c'est dégueulasse. Donc je mets l'impôt pour rapprocher un peu les gens. Mais l'économie fonctionne selon les principes de droite. C'est ce qu'on a tous appris, et en fait, on n'a même pas besoin de l'apprendre. Quand on est à la maternité, on est de droite. On est directement de droite. Personne n'aime payer ses impôts, tout le monde pense que les fonctionnaires sont des glandus, etc. Soyons honnêtes. On est tous de droite à la base, on est tous de droite. Moi-même, je lutte contre moi-même en permanence contre ces idées. Mais si on réfléchit un tout petit peu, on se dit, une économie comme la France, vous n'allez pas essayer de concurrencer la Chine sur les coûts salariaux. Donc une économie comme la France, de quoi elle a besoin? D'un système éducatif ultra performant. Elle a besoin d'innovation. Elle a besoin de recherche. Donc il faut beaucoup d'impôts pour ça. Donc si vous réfléchissez un tout petit peu, le fonctionnement économique, il nécessite tout un tas d'institutions publiques de qualité. Et c'est tellement vrai qu'il y a des pays qui ont réussi à le faire hyper bien, même si c'est moins vrai maintenant malheureusement, c'est les pays scandinaves. Les pays scandinaves, qui n'ont aucune espèce de ressources, les Suédois, c'était les plus illettrés d'Europe au début du XXe siècle, etc. Aujourd'hui, c'est des pays qui ont le plus haut niveau de protection sociale au monde, le plus haut niveau de vie au monde, etc. Pourquoi? Parce qu'ils prélèvent énormément d'argent, et qu'ensuite ils en font une utilisation hyper efficace. Je vous conseille d'aller voir les universités suédoises, etc. Ou les dépenses pour l'assurance chômage. Quand vous êtes dans les pays scandinaves, alors attention, ça rigole pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas le choix. Hein. On vous dit, bon, vous étiez professeur d'économie, il n'y a plus de marché pour les professeurs d'économie, vous allez faire codeur pour Microsoft. Bon, vous allez faire codeur pour Microsoft, mais on va vous payer de formation pendant 1 an. Donc on va aligner 10 000, 20 000, 30 000 euros, etc. En France, on ne sait pas faire ça. En France, on ne sait jamais, ça fait des années qu'on en parle, on ne sait jamais dépenser ou investir dans les personnes pour qu'ils soient plus efficaces. On ne sait jamais faire ça. Là, on voit encore les discours débiles sur les contreparties au RSA, etc. On est dans une logique complètement folle de sanctions, etc. On ne sait pas, et d'ailleurs, ce qui est terrible, on ne sait même pas le faire dans notre système éducatif, parce que quand vous regardez, par exemple, les dépenses publiques, c'est comme une honte absolue. Les dépenses publiques dans l'éducation en France, en pourcentage du PIB, sont inférieures aux États-Unis. Aux États-Unis. Un pays où l'éducation publique est complètement massacrée. Et où, par contre, ils dépensent 2 fois plus que nous dans l'éducation privée, avec toutes les universités hyper riches, où il y a tous les anciens élèves qui filent des millions de dollars, etc. On est hyper en retard là-dessus. Donc ce que je veux dire, c'est que, en fait, quand on regarde chapitre après chapitre, on voit que pour une économie comme la France, aujourd'hui, elle en est au point où elle en est aujourd'hui, il faudrait accepter d'avoir un raisonnement dynamique, un raisonnement intelligent où vous conciliez justice sociale et efficacité économique. Mais en fait, ça, c'est vraiment la traduction de la social-démocratie. Et que par contre, c'est là effectivement l'erreur totale du gouvernement actuel, si vous avez le mauvais logiciel intellectuel dans la tête, comme l'ont, et pour ma part, je suis
persuadés qu'ils sont sincères, Emmanuel Macron et Édouard Philippe, parce qu'ils n'ont pas eu les bons cours d'économie, tout simplement. disons les choses comme elles sont. Et qu'ils sont persuadés, en plus, qu'ils ont, eux, le bon modèle économique, et que nous, qui voulons des droits sociaux, de l'écologie, etc., nous avons tort, et bien, effectivement, on fait ce qu'ils font, et on voit tout simplement que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Y compris de leur propre point de vue. Et le meilleur exemple de ça, c'est le crédit d'impôt compétitivité emploi, qui est le premier enfant d'Emmanuel Macron, hein, qu'il a mis en place quand il était ministre de l'économie, et qui est, de l'avis unanime des économistes, la pire économie, la pire politique de l'emploi jamais inventée en France depuis au moins 45, puisqu'on a dépensé à ce jour à peu près 100 milliards d'euros, et que d'après France Stratégie, qui est le successeur du plan, et que d'après France Stratégie, les créations d'emplois sont complètement ridicules. Et je vous laisse imaginer, enfin juste pour vous donner par exemple 100 milliards d'euros, le budget total de la justice chaque année c'est 8 milliards. Juste pour vous donner un ordre de grandeur. Avec ces 100 milliards, on aurait pu lancer une massive transition écologique qui aurait créé, mais c'est certain, 10 fois plus d'emplois, etc. Donc le logiciel libéral, pur, bête et méchant en termes de compétitivité, coût, de baisse des charges, etc., ne marche pas. Et la réaction des acteurs politiques hein, ah oui, j'en ai. Je préfère regarder ça secret. Si vous avez... Il y a des tonnes de recettes, une fois de plus, je le redis comme ça, un peu sur ce mode-là, mais c'est vrai, on n'a pas parlé notamment des héritages, mais c'est quand même un élément, le temps de travail, l'augmentation des salaires, évidemment, enfin, le secret bancaire, c'est vrai que c'est un moment passionnant, parce que ça montre comment on peut aussi quand même prendre la main sur la finance, hein, d'une certaine manière. Le revenu, alors tout le chapitre sur revenu minimum, revenu universel, d'une certaine manière, avec toutes les distinctions, ça, je suis sûr que ça peut nourrir toute une série de questions. Donc, vous avez la parole peut-être pour poser des questions à Gilles et pour qu'on prolonge le débat, même des questions à partir des quelques échanges qu'on a eus et qui ne dévoilent absolument pas l'ensemble de l'ouvrage. Allez, je Madame. commence. Bonsoir. Dans le premier volet de l'écoute et de votre énoncé, vous disiez que c'était le moment d'investir, parce qu'on pouvait emprunter, si j'ai bien entendu, à 1,6%, ce qui est en deçà du taux de l'inflation, et vous disiez, go, il faut y aller. Là. Alors si par exemple on vous disait, tiens, vous êtes ministre de l'économie, go, alors on emprunte sur quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on investit en premier? Sur quoi? Là, je vous dis, moi, c'est là que je ne suis pas plus compétent qu'un autre, mais je pense que c'est là qu'il faudrait, encore une fois, c'est là qu'il faudrait qu'il y ait une action collective, où, à un moment, j'ai dit dans le livre, il faudrait on a un État qui est vraiment fort avec les faibles et vraiment faible avec les forts. C'est-à-dire qu'on a un État qui est faible avec les multinationales, et par contre qui est bien tapé sur les allocataires, les minima sociaux, etc. Et il faudrait que l'État en fait, soit beaucoup plus fort dans sa lutte réglementaire, par exemple la lutte contre les paradis fiscaux, mais il faudrait que l'État soit beaucoup plus à l'écoute. Il y a des... Ce qui est, bon, j'ai appris, je ne pensais pas apprendre autant en rédigeant le livre. Parce que moi je suis spécialiste du général, donc il n'y a rien que je connais vraiment bien. Mais il y a des gens très sérieux, c'est impressionnant, qui travaillent depuis des années et qui ont, mais c'est sidérant, qui ont tout avec y compris des modèles totalement calibrés. Je donne juste un exemple, c'est par exemple l'association Negawatt, qui fait des scénarios depuis des années de transition écologique avec émissions carbone zéro à l'horizon 2050. Eux, ils vous disent tout ce qu'il faut faire. Et tout est prêt, c'est des ingénieurs, c'est pas des économistes, hein, c'est des gens sérieux. C'est des ingénieurs, et ils vous expliquent tout partout, c'est hyper détaillé, justement, alors là, y compris avec une dimension locale très forte, sur qu'est-ce qu'on fait dans l'électricité, qu'est-ce qu'on fait dans le charbon, qu'est-ce qu'on fait dans le nucléaire, etc. C'est incroyable, enfin, les associations écologiques, je cite aussi par exemple la plateforme Emploi-Climat, qui a fait un texte il y a 2 ans, qui explique comment créer 1 million d'emplois dans la transition énergétique, tout ça. Ce qui est sidérant, ça m'énerve beaucoup, c'est la pauvreté des connaissances en fait, du gouvernement actuel. C'est-à-dire qu'ils pensent tout savoir, mais en fait, ils ne connaissent rien.
ils sont tellement pleins de leur suffisance et de leurs a priori, etc., qu'ils n'ont pas du tout la modestie. Quand vous regardez leur trajectoire, ce n'est pas des gens qui ont réfléchi avant, ce n'est pas en étant au gouvernement qu'ils vont réfléchir, et comme ils refusent de consulter les gens qui savent, ils ne savent rien. C'est-à-dire que, moi c'est ce que je dis à mes étudiants, si vous avez compris qu'il y a une urgence écologique massive aujourd'hui, vous êtes déjà plus intelligent que le président de la République. Parce que lui, manifestement, il n'a pas compris. Il fait semblant de dire qu'il n'a pas compris. Ou il ne veut pas comprendre, je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'est pas là. Il y a une masse de connaissances dans la société qui est surtout sur les questions écologiques, mais les solutions, on les a toutes. Mais il faut demander aux gens qui bossent là-dessus depuis des années. Ça pose fondamentalement la question de la démocratie, finalement. Voilà. Mais des lobbies. Finalement, si tout ça existe, pourquoi ces associations et ces réseaux qui sont supposés lier la société ne sont-ils pas en mesure de se faire entendre? Fondamentalement, c'est une démocratie qui est déficiente. Alors moi, ce que j'ai constaté, encore une fois, bon, moi, quand j'étais petit, je voulais être président de la République. Ouais, moi je suis vieux maintenant. On va avoir 30 ans max. On va avoir 30 ans max pour être président. J'en apprends. Mais, Tu croyais que c'était toi? ouais, j'ai une enfance terrible. Non, mais après, quand je me suis intéressé au débat politique, je me suis dit qu'il faut faire de l'économie parce que je ne comprends pas. Ce qui m'a passionné, c'était dans les débats. Moi, j'ai passé mon bac en 91, et le traité de Maastricht, etc. Et tout le monde parlait que d'économie, indépendance de la Banque centrale. J'y comprenais rien. Je me dis, si je veux comprendre, il faut que je fasse des études d'économie. Et à ce moment-là, pour moi, c'était évident. Je ne me posais même pas la question que dans les partis politiques, il y avait des gens qui travaillaient avec des économistes, des universitaires, qui lisaient, etc. Pour moi, c'était les grands partis, c'était évident. Et puis j'ai découvert progressivement que c'est juste pas du tout le cas. Et je serais curieux de savoir aujourd'hui combien de dirigeants politiques au sens large, en tout cas au niveau national, déjà lisent des livres, au dialogue avec des sociologues, avec des historiens, etc. Il y a une absence totale, et je trouve de modestie, quoi. De modestie, de dire on ne sait pas. Et par exemple, quand vous discutez des entretiens, par exemple, on vous dit l'ENA, c'est une école technique, on vous apprend des techniques en fait, de gestion, des techniques de management. Voilà. Donc si vous n'avez pas, une connaissance en sciences humaines, ou même en sciences de l'ingénieur, parce qu'aujourd'hui, face aux défis écologiques, si vous avez une connaissance en biologie, c'est extrêmement utile. Si vous ne l'avez pas acquise avant, c'est fini. Et ensuite, vous bossez, effectivement, c'est des gens qui travaillent énormément, qui font des journées hyper remplies, et de toute évidence, ils ne souhaitent pas s'entourer de gens qui sont au contact avec la recherche universitaire, avec les... C'est flagrant. Et on le voit très bien. Enfin, encore une fois, je suis passéiste. Quand on se rappelle tout ce qu'on peut lui reprocher, il y en a vraiment des choses à lui reprocher, quelqu'un comme François Mitterrand, de toute évidence, c'était cultivé. Vous voyez bien, c'était quelqu'un qui au moins discutait avec des romanciers, qui baignaient dans une forme de culture. Tout ça. Quand on voit aujourd'hui, ça se voit que ce sont des gens qui méprisent la culture au sens large, qui ne veulent pas apprendre. Parce qu'ils sont pragmatiques, ils sont managériaux, etc. Et résultat, ils sont paumés. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord, c'est une question démocratique avant tout. Je vous avais dit que c'était un optimisme paradoxal. Oui. Oui, bonsoir, j'ai pas lu votre livre, hein, donc ma question aura peut-être des réponses dans votre livre. Je veux juste vous dire d'où je parle, comme ça je comprendrai ma question aussi. Je suis porte-parole d'Europe Écologie Les Verts sur Lyon et je suis aussi candidat aux élections européennes. Donc l'Europe, l'écologie, tout ça, ça me parle forcément beaucoup. Vous disiez qu'il faut faire la transition écologique. Pour ça, on peut emprunter, les marchés nous sont favorables grâce aux fonds de pension, etc. Très bien. Donc on emprunte. Vous avez parlé de désobéissance tout à l'heure. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais bien que vous précisiez, parce que est-ce que vous faites référence à la désobéissance par rapport à la règle d'endettement des 3% qui est la règle européenne? Est-ce que c'est de désobéir par rapport à ça que vous nous invitez à faire? Si c'est le cas, ça vous renvoie. Il y a un ouvrage récemment qui a été publié par Julien Bayou, qui est le porte-parole national chez nous, qui dit qu'il faut désobéir par rapport à cette règle. Donc on serait pour le coup assez aligné. Donc j'aimerais que vous le précisiez d'une part. Et d'autre part, une fois qu'on a dit ça, ok, on a peut-être trouvé une réponse, mais sauf que les catastrophes écologiques auxquelles vous faites référence, elles sont largement le résultat de la mécanique libérale. Donc,
une fois qu'on a dit ok, on a pris de l'argent dans le système, on fait la transition, mais si le système il continue à produire les mêmes effets, voilà, quand est-ce que ça s'arrête?